Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle InnoVibes, la dernière, je l'espère, exclusivement en ligne. Je m'appelle Cédric Luisier et je suis responsable de la communication pour la fondation DIARC. Et c'est pour moi vraiment un plaisir de vous voir, ou plutôt de vous deviner en ligne pour cette nouvelle manifestation sur le temps de midi. C'est d'autant plus un plaisir pour moi que le sujet du jour est d'une actualité brûlante, puisqu'on va parler de tokenisation. Beaucoup de gens ont vaguement entendu parler de ce terme, mais peu, je pense, maîtrisent le sujet complètement. Donc le but de cette séance n'est pas de vous faire maîtriser complètement cette technologie, mais au moins que vous en ayez entendu parler, que vous ayez quelques trucs et astuces, que vous puissiez éventuellement garder ça comme une option pour financer votre entreprise. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, quelques mots sur l'organisateur qui est la fondation DIARC, que j'ai le plaisir de représenter ici. Donc vous voyez la mission de la fondation à l'écran. Nous soutenons et nous accompagnons les entrepreneurs année après année depuis la création de la fondation en 2004. Et maintenant, c'est à peu près une centaine de projets concrets qui sont accompagnés de manière proactive année après année. La fondation est également bien, je dirais, répartie sur le territoire cantonal valaisan pour être au plus proche des entrepreneurs et des entreprises. Donc vous avez là une carte des sites technologiques du parc technologique valaisan qui compte 7 sites. Et pour info, nous sommes aujourd'hui en direct de Sierre, du Swiss Digital Center qui abrite le TechnoArc spécialisé dans toute la partie informatique et software. Donc c'est vraiment un plaisir, à nouveau, je me répète, de vous accueillir ici. Quelques petits mots également pour les nouveaux qui n'ont jamais entendu parler de ces InnoVibes. On est à la 4e saison et le but, c'est de réunir des entrepreneurs, des gens intéressés aussi par des thématiques innovantes, de les réunir normalement en présentiel dans une salle, mais depuis quelques éditions aussi à distance, pour parler de l'innovation et puis la propager le plus loin possible à la ronde pour que les projets émergent au maximum. InnoVibes, c'est votre événement, c'est vos événements pour lesquels vous pouvez voter. Vous pouvez décider vous-même quelles sont vos thématiques, quels sont vos intervenants préférés. Et ça se passe sur le site innovibes.ch. Donc toute l'année, vous pouvez aller proposer vos orateurs, proposer vos thématiques et voter pour ceux qui vous plaisent le plus. Depuis quelques semaines, la tokenisation est une de vos thématiques plébiscitées. C'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui 2 experts pour parler de tout ça. Donc, parmi eux se trouve Alexandre Bonvin, qui est le directeur d'Audacia Group et qui a été pionnier en ouvrant son capital grâce à des tokens. Il a pu compter aussi sur le soutien technique, certainement moral aussi, je pense que ça va de soi, de Sébastien Décimo de Taurus Group, une société incorporée à Genève. Et rassurez-vous, Sébastien a des origines valaisannes, bien entendu. Donc ces 2 enfants du pays vont maintenant vous expliquer leur démarche, leurs expériences, en commençant par Sébastien Décimo, qui va fixer quelques bases. Et Alexandre Bonvin livrera ensuite son expérience du terrain concrète par rapport à ça. Quant à vous, cher public, en ligne, vous pouvez à tout moment poser vos questions sur sli.do/innovibes. Je répète, sli.do/innovibes, qui vous permettra donc de poser toutes vos questions. Je vais les reprendre avec plaisir pour les poser en fin de conférence à nos 2 invités du jour. Voilà, j'ai assez parlé. Je passe maintenant la parole à Sébastien Décimo pour une présentation assez technique, mais pas trop quand même, de la tokenisation. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la session de questions et réponses. Merci et à tout de suite. Merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas d'être parmi vous ici en Valais, d'autant plus pour parler d'un sujet où l'innovation est actuellement présente, c'est-à-dire le domaine de la tokenisation, qui permet à la fois une innovation technologique et à la fois une innovation qui doit permettre à des entrepreneurs de se financer d'une manière plus efficace dans le futur. Et la chance qu'on a aujourd'hui en Suisse et en Valais, c'est comme vous le verrez, on a un ensemble de viviers et de catalystes qui sont présents et qui nous permettent aujourd'hui de faire des transactions très intéressantes dans ce domaine-là. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous faire une rapide introduction sur la tokenisation. Donc si vous ne connaissez pas du tout
de quoi on parle. C'est l'occasion ici de comprendre les fondements sans en faire une présentation trop académique et trop longue. Donc je vais essayer de passer environ un quart d'heure pour vous parler de ça. Je vais structurer ma présentation en 3 parties. La première, c'est qu'est-ce que la tokenisation? La deuxième, c'est pourquoi tokeniser? Et bien entendu, Alexandre, ici présent, aura l'occasion véritablement de vous donner tous les détails par rapport à ce type de sujet en tant qu'entrepreneur. Et finalement, quel est le processus typique pour arriver à faire ce type de transaction aujourd'hui? Donc quand on parle de tokenisation, tout le monde entend le mot blockchain, tout le monde entend le mot en fait, technologie des registres distribués. Et bien entendu, tout a commencé avec les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est que historiquement, les personnes qui ont commencé à utiliser la technologie des registres distribués l'ont fait en utilisant le Bitcoin, qui est en fait une unité de compte, une monnaie virtuelle, qui est un instrument financier relativement simple. Et un des gros défis que l'industrie technologique et également les avocats ont essayé de régler jusqu'à aujourd'hui, c'est de se dire, ne peut-on pas réutiliser cette technologie, la blockchain et la technologie des registres distribués, non pas pour enregistrer de la monnaie, des unités de compte, mais potentiellement des instruments financiers beaucoup plus complexes, comme des actions, des obligations et autres types d'instruments financiers. Et ça, c'est justement la deuxième vague d'innovation qui est actuellement en train d'arriver. C'est une vague d'innovation qui est un peu plus compliquée que la première, parce que la première vague d'innovation, c'était une vague d'innovation technologique, alors que cette deuxième vague, elle nécessite de faire certains ajustements d'un point de vue réglementaire et autres, parce qu'on commence à toucher des instruments financiers qui sont soumis à des lois et à des contraintes relativement élevées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par tokenisation? Une manière très simple de définir ça, c'est de se dire que la tokenisation, c'est tout simplement l'action de digitaliser, de numériser des actifs, des titres, des valeurs mobilières en utilisant la technologie des registres distribués. Et cette action de digitalisation, elle mène en fait à la création de tokens. Le mot token est mal utilisé dans la tokenisation parce qu'en fait le token, ce n'est pas un token qui représente par exemple un bon pour acheter un bien dans un magasin, par exemple comme au McDonald's, un bon pour avoir un hamburger. Ici, on a fait un token qui représente tout simplement une action d'une société, une véritable action d'une société privée par exemple. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y avait 2 mondes. Quand vous parlez d'une action de vous financer en tant qu'entrepreneur et société, il y a 2 mondes. Il y a le monde des sociétés cotées, donc les Nestlé, les ABB, les Novartis, qui, eux, ont accès à des actions qui sont facilement transférables entre différents parties prenantes et dont le négoce aussi a été totalement automatisé. Et pour ce faire, on a utilisé ce qu'on appelle en fait le réseau des banques et ce qu'on appelle les dépositaires centraux. En Suisse, le dépositaire central s'appelle SIX-SIS. Donc on a un monde qui vous permet en fait d'imaginer, d'échanger facilement des actions entre différents investisseurs d'une manière très simple. La difficulté de ce monde-là, c'est que la barrière pour entrer dans ce monde est très élevée. Comme vous le savez, pour vous financer sur le marché des capitaux publics, les barrières d'entrée en termes de market cap, en termes de chiffre d'affaires minimum sont beaucoup trop élevées aujourd'hui pour permettre à des PME ou bien à des sociétés d'une taille un peu plus faible d'accéder à ce type d'initiative. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle le marché des capitaux privés. Et le marché des capitaux privés, c'est le non coté et c'est les actions classiques d'une société anonyme suisse. Et tout le monde sait aujourd'hui que le problème avec ce type d'actions, c'est qu'elles sont principalement papier, la société doit tenir un registre des actionnaires, elles sont difficilement transférables et enregistrables. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement de réinventer avec la tokenisation la manière dont le marché des capitaux privés va fonctionner. On est en train de digitaliser des actions qui étaient aujourd'hui principalement papier, dont le transfert se faisait d'une manière manuelle. Si vous voulez transférer une action aujourd'hui, vous devez signer ce qu'on appelle un Share Purchase Agreement, un SPA, qui va nécessiter une approbation probablement du conseil d'administration, un processus papier. Vous pourrez difficilement éviter d'avoir aussi une signature classique sur du papier, donc une simple signature électronique est souvent difficile à effectuer. Et donc aujourd'hui, on est en train de digitaliser le monde du marché des capitaux privés pour permettre à des sociétés qui n'ont pas accès à la cotation classique de tout de même avoir ces actions qui soient échangeables entre différents investisseurs. Pourquoi c'est important? J'aime bien donner ce chiffre. Tout simplement en Suisse, par exemple, il y a 550 000 sociétés en Suisse. Il y en a environ 237 qui ont accès au marché des capitaux listés, à la cotation. Donc vous voyez, c'est quand même une élite. Et
Néanmoins, en Suisse, on estime qu'il y a environ plus de 5000 sociétés qui sont des sociétés à forte croissance, qui ont besoin d'accéder au marché des capitaux privés d'une manière simple, rapide et efficace. Et ces gens-là, aujourd'hui, n'y ont pas accès. Donc, ce qu'on essaye avec la tokenisation, c'est de permettre à des entrepreneurs qui ont besoin de financer des besoins de croissance élevés, et également à des investisseurs qui aimeraient participer à ces aventures de croissance, de participer à cette aventure d'une manière simple, efficace et électronique. La chose, mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de la tokenisation? D'un point de vue technologique, toutes les bases étaient déjà disponibles il y a plus de 5 ans, et typiquement Taurus, nous on offre ce type d'infrastructure, en particulier auprès de banques et d'acteurs institutionnels. Mais il y a 2 catalystes importants cette année en Suisse qui sont arrivés. Le premier catalyste, c'est que le Parlement suisse a voté ce qu'on appelle une Lex DLT, ou bien une Lex Blockchain, donc des ajustements à la loi suisse qui permet aujourd'hui de reconnaître un token ou une action qui est enregistrée sur la blockchain comme une action. Donc il n'y a aucune différence. Ça veut dire du moment que vous prenez une action d'une société et que vous l'inscrivez sur la blockchain, ça reste une action d'une société classique. Ça vous permet d'assurer le même niveau de protection aux investisseurs qu'une action. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est l'article 973 DAH du Code des obligations. Rassurez-vous, je ne suis pas un avocat, je suis un simple ingénieur. Et donc le point important, c'est qu'aujourd'hui, vous allez émettre ce que vous appelez des droits-valeurs inscrits, et c'est totalement reconnu dans la loi, sans aucune différence. Donc on a un principe de neutralité technologique qui est quelque chose d'important. Et ça, c'était un facteur bloquant pour la tokenisation, même si c'était déjà possible il y a quelques années, parce que certaines personnes allaient venir vers vous et vous dire, écoutez, je ne suis quand même pas à l'aise, qu'est-ce qui me dit que l'action enregistrée sur la blockchain est une véritable action? Est-ce qu'il y a une certitude juridique pour ça? Ce problème est réglé depuis le 1er février 2021 en Suisse, pas forcément dans les autres pays. Le deuxième point, c'est que la digitalisation d'une action, c'est bien sûr, on rend une action électronique, mais à la fin, pour faire quoi? Et une des finalités les plus essentielles dans la digitalisation, c'est de permettre à ces actions d'être facilement échangeables à la vitesse de la lumière entre différents actionnaires et investisseurs. Et pour ça, vous avez besoin d'une place de marché, et en l'occurrence, une place de marché réglementée. Pourquoi? C'est que les crypto-exchanges, tout le monde a entendu parler des crypto-exchanges, les crypto-monnaies ne sont pas des instruments financiers qui sont soumis à une réglementation prudentielle importante. Donc de facto, la plupart des crypto-exchanges ne peuvent pas supporter l'échange de ce qu'on appelle des actifs numériques ou bien des actions tokenisées. Et de la même manière, les bourses classiques ne supportent pas la technologie blockchain. Donc on avait le besoin aujourd'hui d'avoir le régulateur, d'avoir les premières sociétés qui vous permettent, d'une manière totalement réglementée, ici on parle de la FINMA, qui vous permettent d'échanger ce type de valeur numérique, donc d'avoir une bourse numérique pour les tokens. Et typiquement, Taurus, on a la chance d'avoir eu cette licence qu'on a eue il y a de ça quelques semaines et d'avoir mis en place la première place de marché indépendante en Suisse d'actifs numériques pour des valeurs tokenisées. Et donc la beauté de la réglementation et de cette innovation, c'est de dire maintenant, qu'importe le token que vous créez, que ce soit un token qui peut ressembler à des actions, des obligations, des produits hybrides ou autres innovations, il est possible aujourd'hui de les mettre sur une place de marché et d'organiser en fait comme une bourse classique des échanges de ce type d'instruments financiers. Donc ça, c'est le point qui nous rassemble tous aujourd'hui. Donc les personnes qui considèrent la tokenisation aujourd'hui, il faut être conscient qu'on est au début d'une nouvelle vague et qu'aujourd'hui, tout ce qui est juridique, technologique et réglementaire est réglé, tout du moins en Suisse. Pourquoi tokeniser? Alors là, je laisserai un peu plus Alexandre exprimer par la suite le point de vue des émetteurs. L'autre point qui est important, c'est quand on tokenise, ce n'est pas seulement pour aider des émetteurs, c'est aussi pour aider des actionnaires ou des investisseurs. Et l'idée ici, entre autres, ce que j'aime bien dire, c'est la possibilité pour des entreprises locales, d'une certaine taille quand même, de digitaliser, de rendre leurs actions échangeables, de permettre à des gens de participer au capital et surtout de sortir à tout moment, alors qu'aujourd'hui, c'est des sociétés privées. En général, si vous voulez vendre une action d'une société privée, vous avez pas de transparence sur quels sont les prix. Est-ce que vous connaissez des gens qui seraient prêts à racheter vos actions? Vous n'avez pas cette vue. Et typiquement, ici, on essaie de régler ce type de problème-là, mais je laisserai Alexandre vous expliquer un peu plus ça par la suite. Alors vous allez me dire, est-ce que la tokenisation, c'est le Saint Graal? Est-ce qu'il n'y a que des avantages à la tokenisation? Alors je dirais, globalement, il y a énormément d'avantages à la tokenisation. Après, il y a quelques éléments qu'il faut quand même garder en tête, qui restent importants. Le premier, c'est que quand vous faites une tokenisation et que vous créez par exemple une action tokenisée, ça reste une action. Ce n'est pas parce que l'action maintenant elle est tokenisée que toutes les lois classiques qui s'appliquent à une action ne s'appliquent pas. Donc d'un point de vue réglementaire et juridique, ça reste une action d'une société normale. Donc
les mêmes mécanismes s'appliquent. Ça veut dire, je vous donne un exemple, si tout d'un coup vous voulez faire une augmentation de capital, d'accord, vous avez malheureusement toujours besoin, par exemple, d'aller chez le notaire, de faire les publications statutaires, ensuite au niveau du registre du commerce. Parce que ça reste une action. La forme électronique ne change rien de ce côté-là. Le deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a, comme vous l'avez compris, la tokenisation, elle est plutôt dirigée pour des sociétés privées, pas des sociétés cotées. D'accord ? Donc vous n'avez pas aussi les mêmes mécanismes de protection qui s'appliquent pour des sociétés cotées dans le domaine privé. Mais la meilleure manière de comprendre comment ça marche, c'est de se dire, ça marche de la même manière que ça fonctionne pour moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Je dois faire des assemblées générales avec mes actionnaires, j'ai 2 ou 3 choses à faire. C'est exactement la même chose que pour une société cotée. La tokenisation ne change rien à ça non plus. Troisième point, les gens pensent aussi que la tokenisation automatiquement vous permet tout d'un coup de lever des fonds pharaoniques. Alors là, je dirais aussi les fondements même de la finance traditionnelle restent en place. Un émetteur de qualité pourra lever des fonds d'une manière beaucoup plus simple et efficace que bien entendu un mauvais émetteur. Donc les fondements de la finance traditionnelle restent aussi. La tokenisation n'est pas la panacée. Et ensuite, d'un point de vue liquidité, qui dit tokenisation dit échange de titres numériques. Donc de facto, il y a un tout petit peu plus de transparence. Les gens vont voir les prix de vos actions sur une place. Ça peut être positif dans certains cas, ça peut être négatif dans certains cas. Si tout d'un coup, il y a une perte de confiance dans la société, le prix peut fluctuer d'une manière assez importante. Donc il faut aussi être, je dirais, conscient de ce type de point, mais qui est totalement logique. Et vos actions vont rester librement transférables entre différents parties prenantes. Donc de facto, vous aurez peut-être dans votre base d'actionnariat des gens que vous n'auriez pas souhaité avoir et que vous pouvez totalement contrôler en restant une société privée qui n'a pas accès au marché des capitaux. Donc ça, c'est des points de base qui restent bien entendu importants. Dernier point. Si je peux juste oui. peut-être t'interrompre, mais on garde aussi le contrôle, car on peut whitelister ou blacklister les personnes et tout ça, c'est inscrit dans le smart contract. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de tokeniser ma société et puis pas forcément aller sur le CX ou Burn Exchange. C'est qu'on peut vraiment, on perd le contrôle, mais d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même une grosse transparence. On peut contrôler notre cap table en blacklistant un certain nombre d'investisseurs. Tout à fait. Et j'ai juste, donc d'un point de vue processus, ça je laisserai, mais le point essentiel, ce qu'il faut comprendre sur le processus de tokenisation, c'est relativement simple et rapide. Il y a une partie juste juridique au départ, il faut modifier ce qu'on appelle les statuts de la société en permettant d'avoir des droits-valeurs inscrits. Donc ça, il faut aller chez le notaire, faire une modification, mais quelques lignes très standards. Une fois que vous avez fait ça, il faut tout simplement prendre un smart contract qui reflète une action et déployer ce smart contract en utilisant un prestataire de service qui peut vous aider. Typiquement, Taurus, on fait également ça. C'est-à-dire qu'on arrive à vous créer les actions tokenisées, puis ensuite à les distribuer aux actionnaires actuels de la société. Puis après, il y a une deuxième phase, c'est que vous avez créé des tokens qui représentent maintenant des actions de la société. Ces tokens ont été distribués à chacun des actionnaires de la société. Et bien entendu, vous voulez en général que les actionnaires de la société puissent ensuite aller les vendre sur la place de marché. Donc vous, en tant qu'émetteur, en tant que société, vous devez trouver une ou plusieurs places de marché qui vous permettent d'admettre au négoce vos tokens et qui permettent à des actionnaires et à des vendeurs de les acheter ou de les vendre. Donc c'est un processus assez simple aujourd'hui. Mais de nouveau, ça n'empêche pas de pouvoir faire des ventes en direct, ce qui est important, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde aujourd'hui. Je pense que tu en parleras après, mais il n'y a pas tout le monde qui peut aller s'inscrire sur la plateforme TDX, que les investisseurs qualifiés. Si on veut vendre à d'autres personnes, si on veut garder quand même le contrôle, on peut toujours faire un contrat de vente d'actions traditionnel et puis transférer les tokens d'un wallet à l'autre. Donc ça se fait aussi en 2 clics, c'est rapide, mais ce n'est pas du tout bloquant. Donc le fait de tokeniser, il y a des avantages et des inconvénients, mais tous ces inconvénients sont vraiment minimes parce qu'on garde vraiment le contrôle sur la société et sur ses actions. Tout à fait. C'est exactement, tu as raison Alexandre, c'est exactement ça. Vous avez digitalisé les actions d'une société anonyme. Ces actions peuvent être échangées arm's length. Par exemple, je pourrais t'acheter une action, tu pourrais me la vendre. Rien à voir avec la place de bourse. De la même manière que ça se fait dans le monde classique. Et effectivement, si quelqu'un tout d'un coup ne trouve pas, si moi j'aimerais en acheter une, mais je ne trouve personne pour en acheter une, tu ne peux pas m'en vendre, je peux potentiellement aller sur TDX, qui est cette plateforme, et voir s'il y a d'autres gens qui sont connectés dessus pour me vendre des actions digitalisées. Ouais. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il y a aucune... Et de la même manière qu'on peut imaginer dans le futur qu'on peut avoir ces mêmes actions qui sont listées sur différentes places de marché au même moment, par exemple dans d'autres pays dans le futur. Ouais. Donc effectivement, ce qu'on essaie de dire ici,
Ce qui est assez intéressant aujourd'hui dans la place TEDx qu'on a lancée au niveau de Taurus, c'est que c'est une place de marché bien sûr totalement réglementée, parce qu'on est en train de traiter des actions, donc on ne peut pas organiser une place de marché sans être réglementé par le régulateur. Et on arrive à mettre en place des schémas de liquidité relativement innovants. Parce que bien entendu, la liquidité n'apparaît pas d'une manière d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas parce que vous avez digitalisé vos actions qu'elles sont tout d'un coup, plein de gens aimeraient les acheter. Donc il y a un véritable exercice de ce côté-là. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut paramétrer ce qu'on appelle des places de marché à trading continu, comme des crypto-monnaies ou la bourse traditionnelle. Et également, ce qu'on a fait dans le cas avec Audacia, c'est d'organiser ce qu'on appelle des enchères tous les mois. Ça veut dire qu'il y a un événement tous les mois, on peut le faire toutes les semaines, tous les 6 mois, tous les trimestres. Et il y a une enchère où tous les gens qui seraient prêts à en vendre peuvent aller se connecter, offrir le prix auquel ils sont prêts à vendre. Les acheteurs viennent faire exactement la même chose, ils disent « je serai prêt à acheter ces actions d'Audacia pour un prix maximum de temps ». Et à la fin de l'enchère, il y a un prix automatique qui est le même prix pour tout le monde, qui est calculé automatiquement et qui maximise le volume entre l'offre et la demande d'une manière efficace. Et donc il y a une véritable possibilité aujourd'hui de configurer des schémas de liquidité relativement innovants qui permettent aussi de préserver les intérêts de tous les participants autour de la table. Ouais. Non, à peu près, ça reste toutes les sociétés aujourd'hui, si vous soyez coté ou pas, si vous voulez aller vendre vos actions, il y a un roadshow à faire, il faut aller voir des investisseurs. C'est pas magique, c'est pas parce qu'on se cote là-dessus qu'on arrive à le faire. Même à l'époque, pendant les ICO, quand c'était période un peu malade, souvent on compare les ICO à ce qui se passe aujourd'hui et c'est pas du tout la même chose. Même à l'époque, ces sociétés devaient aller chercher des investisseurs. Donc il y a un travail en amont à faire, ça ne change pas des masses, on crée de la liquidité. Mais c'est clair que ce n'est pas d'un coup de baguette magique. On a des millions d'investisseurs qui viennent et qui veulent mettre de l'argent sans rien regarder. Donc la société elle doit prouver qu'elle fait bien son job, aller faire aussi un peu du marketing, tirer en one-to-one avec différents acteurs et publier des comptes et puis rendre des comptes surtout aux investisseurs derrière. Ce qui va grandement influencer le cours. C'est de nouveau, si on fait des mauvais chiffres, il y aura plus de gens qui seront vendeurs. Puis si on fait des très bons chiffres, il y aura peut-être des gens qui seront plus d'acheteurs. Tout à fait. Donc c'est exactement, ça m'amène là, c'est quels sont les... Puis après, on va laisser aussi un peu Alexandre témoigner d'une manière un peu plus précise sur les drivers de son choix. C'est un peu quels sont les prérequis. Imaginons, on a tokenisé les parts, on a vu qu'il fallait un avocat juste pour nous aider à changer les statuts. Ouais. Quelqu'un nous a aidé, une société comme Taurus par exemple, à tokeniser les parts, donc simplement à les créer sur une manière numérique. Maintenant, on aimerait les admettre au négoce. Est-ce qu'il y a des prérequis aujourd'hui pour être admis sur TEDx? Il y a des prérequis au niveau des émetteurs, il y a des prérequis au niveau des investisseurs. Au niveau des émetteurs aujourd'hui, on demande pour des sociétés, donc il y a d'autres véhicules d'investissement, pour des sociétés classiques, 2 ans d'opération, c'est-à-dire que la société doit exister au moins depuis 2 ans, et avoir typiquement un chiffre d'affaires de 5 millions minimum, pas forcément les 2 dernières années, mais la dernière année. Il faut également que vous avez des comptes audités, pas forcément un audit ordinaire, ça peut être un audit restreint ou limité, mais c'est bien important, c'est que si on veut les admettre au négoce, il faut quand même qu'il y ait une base minimum d'évaluation de la part des investisseurs pour prendre leur propre décision d'investissement dans ce type d'opportunité. Et ce qu'on demande également, ce qu'a fait typiquement Audacia, c'est de mettre en place sur votre site web une section dédiée aux investisseurs avec des informations minimum pour que les gens fassent une décision documentée. Pour être admis au négoce sur TEDx, il y a un onboarding fees et ce qu'on appelle une trading admission fees qui vous permet à vous, en tant qu'émetteur, d'être admis et d'être disponible sur la place de marché, sachant que TEDx se réserve le droit de refuser tout type d'émetteur parce qu'on doit aussi également faire différents contrôles pour s'assurer que les choses soient faites dans les règles de l'art. D'un point de vue investisseur, par contre, il y a un point important, comme l'a évoqué Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, TEDx, il y a 2 manières. Il y a des banques qui se connectent sur cette plateforme et qui peuvent donner accès à ces opportunités d'investissement à leurs propres clients. Et il y a également la possibilité pour des clients dits professionnels ou qualifiés de s'onboarder directement sur la plateforme. Donc ça, c'est un point aujourd'hui, c'est que sur une plateforme, une place de marché aujourd'hui comme la nôtre, elle est uniquement ouverte pour l'inscription en direct à de la clientèle professionnelle ou qualifiée, selon la loi suisse sur les services financiers. Si vous remplissez ces critères, alors vous pouvez faire un onboarding en ligne comme dans une banque. C'est quelque chose de totalement électronique. Il vous suffit d'avoir une carte d'identité, une preuve d'adresse et le processus est rapide. Il n'y a aucun frais pour l'onboarding. Les seuls frais que vous allez payer, c'est effectivement les frais de négoce. Si vous achetez ou vendez, vous payez des frais de négoce. Par contre, l'inscription en ligne est exactement gratuite.
Si vous avez des intérêts, il y a plus d'informations là-dessus. Donc, en résumé un tout petit peu, du côté en tout cas de Taurus, quelles sont les questions clés si un entrepreneur cherche à considérer une telle opportunité? La première, c'est quel est votre objectif? Pourquoi considérer la tokenisation? Là, on va laisser après Alexandre donner quelques commentaires là-dessus. La deuxième, c'est du moment qu'on a tokenisé les parts, est-ce qu'il est essentiel pour moi d'avoir ces parts qui soient admises au négoce sur une place de marché? Si oui, est-ce que je réponds déjà aux critères minimums d'admission? Est-ce que je cherche simplement à admettre des parts déjà existantes au négoce ou est-ce que je cherche à faire aussi une levée de fonds? Sachant que dans le cas d'Audacia, nous n'avons pas fait de levée de fonds, c'était uniquement qu'on a digitalisé des parts existantes qu'on les a mises au négoce, qui permet à des actionnaires actuels de vendre leur participation. Et si je considère ce type de transaction, puis-je me permettre en fait d'être en lien avec les implications? Il y a des implications minimum en termes de transparence, comme on l'a vu. On peut difficilement mettre des parts au négoce sans au moins publier des comptes audités, parce que sinon il y a un véritable problème de choix pour les investisseurs. Et du moment qu'on a, et puis bien entendu, quelle est la liquidité? Et donc si vous voulez commencer un tel processus, la première étape, c'est bien entendu d'en discuter déjà avec votre conseiller juridique, et puis de préparer en fait tout ce qui est le processus de tokenisation et d'admission au négoce en parlant avec des sociétés spécialistes ou bien avec des entrepreneurs qui ont déjà suivi ce processus. Et ça m'amène directement à Alexandre pour donner quelques insights à ce niveau-là. Bon, il y a aussi la CMTA, je ne sais pas si tu veux un peu parler vu que vous êtes membre, oui. qui a qui a un super site avec beaucoup d'informations. Je veux dire, on est les premiers à le faire, mais ça fait déjà un moment qu'ils travaillent dessus, ils ont déjà fait pas mal de recherches. Donc déjà, si vous avez des questions ou autres, il y a déjà beaucoup d'informations sur leur site. Donc vraiment, le site de la CMTA, pour ma part, m'a beaucoup aidé, en plus l'aide de Taurus. Alors tout à fait, donc il y a le site, la CMTA, donc cmta.ch. Ça s'appelle la Capital Market and Technology Association. C'est une association à but non lucratif qui a été créée avec des avocats, des banques, des fintechs. Et vous trouverez sur ce site une blueprint à la tokenisation. Donc c'est une blueprint technique qui vous explique comment faire une tokenisation. Des exemples de prospectus, si vous voulez faire une levée de fonds, il y a des exemples de prospectus. Et également des templates de ce qu'on appelle des smart contracts ou des contrats intelligents qui vous permettent de modéliser une action en conformité avec le droit suisse. Et ces smart contracts sont déjà disponibles en libre service sur typiquement GitHub comme plateforme. Bien entendu, si vous me dites je ne sais pas du tout comment déployer et créer un smart contract, on a toutes les solutions technologiques qui existent aujourd'hui pour supporter une société à faire ce type de transaction. D'ailleurs, Taurus, ça m'a vachement aidé. Ils avaient dit que ça se ferait en 2 clics. Ça s'est littéralement fait en 2 clics. En 3. 3. J'étais assez impressionné. Donc, le processus était extrêmement rapide. Je vais peut-être commencer par ça. C'est quelque chose qui fait un peu peur au début, surtout quand on est les premiers. Pas mal d'allers-retours avec les avocats, avec Taurus. On se posait vraiment la question quel allait être l'impact pour nous. Donc, on a essayé de le faire juste et puis simple. Donc, on a tokenisé les actions, puis ensuite on allait les admettre au trading, au négoce justement sur TDX. On aurait pu créer nous-mêmes le smart contract, c'est pas notre job. Taurus l'a fait extrêmement bien. Ils nous ont bien accompagnés. Donc je pense que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui ou qui seraient intéressés justement à tokeniser leur société, pas forcément l'admettre au négoce, mais juste créer de la liquidité pour tout ce qui est equity stock option, ou même pour les investisseurs, pouvoir mieux gérer la cap table. Je veux dire, c'est quand même pratique de voir quelle adresse détient quel token, puis après de pouvoir les échanger librement sans devoir passer des heures chez les avocats à faire des SPA de 42 pages. C'est quand même pratique. Donc ça, c'était déjà une des premières raisons. Puis après, c'est clair, l'admission au négoce, c'est quelque chose qui était important pour moi, pour vraiment donner plus de liquidité encore à mes employés. Malheureusement, je peux encore donner. Maintenant, j'ai quelques investisseurs depuis vendredi, vendredi passé, mais pour vraiment créer de la liquidité, pour que les gens puissent échanger ces tokens librement avec le plus de monde possible. Mais après, de nouveau, faut pas confondre ça à une ICO de l'époque où ils essayaient de lever de l'argent. Faut pas confondre aujourd'hui la tokenisation d'assets et de parts de société à des crypto-monnaies. Comme on a pu voir, il y a des coins qui apparaissent tous les jours
avec des white papers de plus en plus simples qui veulent rien dire. Là aujourd'hui, quand vous achetez un token de ma société, je veux dire, vous achetez une action de ma société avec un droit au dividende et un droit de vote. Donc il y a quand même certaines règles à suivre derrière. Chaque token holder, on va dire, est actionnaire de ma société. Et pour moi, c'est important de respecter les choses et de bien le faire. Donc c'est pour ça, le but c'était d'être dans les premiers. On a réussi, à mon avis, à être les premiers à le faire, étant donné que la loi a changé au 1er février de cette année. Vraiment, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la blockchain. Donc, ça a été créé sur l'Ethereum. Ça ne veut pas dire que ça va être sur l'Ethereum dans 20 ans. Mais les gens, en fait, aujourd'hui, vous vous en fichez un peu sur quelle technologie vous utilisez quand vous achetez des actions sur SIX. Donc, je pense que dans quelques années, tout sera sur la blockchain. Ce sera beaucoup plus sûr. Donc, autant commencer tôt. En tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Sébastien l'a bien dit, pour beaucoup de gens, c'est pour lever de l'argent. Par contre, il ne faut pas oublier que si vous levez de l'argent, il y a un prospectus à faire ou alors il y a vraiment un roadshow. Ça ne vous empêche pas de devoir présenter des comptes, un business plan et puis de faire les choses bien. Ce n'est pas parce qu'on tokenise qu'on lève de l'argent en claquant des doigts. Mais l'autre possibilité, c'est pour des sociétés qui ont déjà un certain nombre d'investisseurs, une cap table assez biscornue, on va dire, avec une partie d'ESOP, une partie d'employés qui sont rentrés, de pouvoir gérer ça beaucoup plus facilement sur la blockchain. En plus, moi je trouve que c'est génial. Le jour où toutes les sociétés seront tokenisées, de pouvoir tout avoir sur son wallet, c'est beaucoup plus simple de pouvoir regarder. Au début, on ne verra pas forcément la valorisation de ces titres, vu qu'il y aura beaucoup d'échanges qui se feront hors marché, hors plateforme. Mais c'est clair que grâce à des plateformes comme TDX, ça permet déjà de donner une certaine valorisation à la société, ce qui est parfois compliqué pour beaucoup de startups. On ne sait pas si elle vaut 40, 50, 60 millions ou peut-être moins. Là, ça permet vraiment d'avoir plus de personnes qui ont leur mot à dire. C'est clair qu'aujourd'hui, moi, si je vais voir un VC et puis que j'ai vraiment besoin d'argent, c'est plutôt lui qui va avoir le pouvoir de négociation, alors qu'aujourd'hui, on pourrait partir sur une sorte de crowdfunding où on fixe les règles. Après, l'idée d'avoir tout qui est noté dans un smart contract, où dès qu'on achète le token, on valide tous les points du contrat, je trouve ça extraordinaire, que ce soit pour le shareholder agreements ou le SPA. Ça évite vraiment beaucoup de paperasse. On est les premiers à le faire, mais je veux dire, dans le futur, plus personne ne voudra s'embêter à aller chez les avocats, à faire des assemblées interminables, renégocier à chaque fois le shareholder agreements dès qu'il y a un nouvel actionnaire ou autre. Je l'ai vu dans ma courte carrière, comment c'est compliqué à chaque fois qu'il y a des investisseurs qui veulent rentrer ou sortir. Et surtout, ce qui est horrible aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une boîte depuis 10, 15, 20 ans, qui ont un besoin d'argent, que ce soit pour aller s'acheter un appartement, investir dans une autre société ou parce qu'ils ont un problème privé. Et ils doivent sortir une partie. En règle générale, là, ils vont se retrouver en face de requins qui vont essayer de leur piquer leur boîte et ils vont perdre le contrôle. Tandis qu'avec ces tokenisations, ils pourront plus facilement aller vendre une partie de leur capital action, soit à leurs clients, soit à des amis, soit à d'autres investisseurs. Et derrière, on achète un token, le transfert se fait facilement. On s'est amusé à s'envoyer quelques tokens pour voir. Hors plateforme aussi, parce que pour moi c'était important de voir si je n'étais pas locké sur une plateforme. Mais en fait c'est très simple, j'ai gardé une partie de mes tokens hors plateforme que je peux trader, vendre, offrir ou n'importe à qui je veux. Et pour moi c'est important, je garde vraiment le contrôle sur mes actions, j'offre de la transparence aux investisseurs, même à mes employés. Et aujourd'hui je pense que la transparence c'est key. Donc ça, c'est quelques-unes des raisons. Il y a des millions de raisons pourquoi on a choisi ça. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Si maintenant, soit je restais comme j'étais aujourd'hui, je détenais 100% de mon capital avec peut-être un ESOP ou autre, et puis j'attendais d'être beaucoup plus gros pour aller me coter au SIX,
soit je voulais créer de la liquidité tout de suite, et puis j'allais voir peut-être un plus petit exchange comme Burn Exchange, mais les coûts pour aller là-dessus sont exorbitants. Alors que TDX proposait ça de façon beaucoup moins onéreuse, en utilisant une technologie qui, à mon avis, va devenir un standard dans quelques années. Donc c'était un peu un no-brainer. Et grâce à, ça ne se fait pas tout seul. Il y avait une très bonne équipe autour de moi, que ce soit autant mon CTO, que ce soit Taurus qui nous a grandement aidés, les avocats et puis aussi la CMTA qui était à nos côtés pour faire tout ça. Mais bon, maintenant qu'on l'a fait une fois, je pense que ça va être plus facile de le répliquer. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et surtout qui voudront le faire. Et même, comme Sébastien le disait avant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tokeniser aujourd'hui votre capital action. Nous, c'est ce qu'on a fait, on l'a tokenisé, je ne sais plus, au mois d'avril. Et puis finalement, on a été admis au trading au mois de juin. Il n'y a rien qui vous force après de vendre vos actions. Vous pouvez juste les avoir sous forme de token à la place de les avoir avec un certificat papier, qui est un peu Puis inversement, ce qui est important que les gens veulent savoir, c'est que vous pouvez admettre au négoce, peut-être plus tard, vous voulez les retirer au négoce, vous voulez les mettre sur une autre plateforme, c'est aussi possible. C'est vraiment l'émetteur, la société qui reste le maître, c'est les actions de la société et des actionnaires. Et de la même manière aussi qu'on peut détokeniser. Ça veut dire que vous pouvez très bien dire j'ai tokenisé 20% des parts, le 80% restant reste des parts même papier, il n'y a pas de souci, on pourrait. Et à un moment, la tokenisation ne m'intéresse plus, je retransforme, je détruis les tokens et je reconvertis ça en actions papier classiques. Ah, puis ça, c'est juste une board resolution. Voilà. Franchement, c'est très simple, ça reste classique. Et de nouveau, puis ce que j'adorais aussi, c'est quand je dis on garde le contrôle, c'est qu'on peut vraiment blacklister un certain nombre de personnes. Donc moi, je vais peut-être vendre des actions à Sébastien qui, lui, voudrait les vendre à quelqu'un que j'aime pas. Il ne pourra pas les lui transférer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas fait aujourd'hui sur Audacia, mais qui peut être fait dans les futurs smart contracts. Et je ne suis pas sûr qu'on est capable de le faire aujourd'hui avec des actions papier. Je ne pense pas qu'on puisse refuser à quelqu'un de l'inscrire au registre des actionnaires s'il a clairement acheté le token. Effectivement, c'est un choix de design au départ qu'on peut après changer par la suite. On peut avoir des actions librement transférables. Comme on a fait. Voilà, ce qu'on a fait là. Et des actions qui sont en fait soumises à l'approbation, je dirais, de l'émetteur. Donc ça, c'est un choix. Après, c'est un trade-off entre liquidité ou pas. Si elles sont, chaque fois, il faut une approbation. L'admission et négoce est un tout petit peu plus restreinte parce que ça devient embêtant s'il faut les vendre quelque chose. Mais chaque fois, il faut redemander l'autorisation. Ça devient un peu plus embêtant. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on n'a pas fait dans ce cas-là, mais ce qui est aussi intéressant, il y a des gens aussi qui veulent juste tokeniser une partie ou un type d'action. Ça veut dire qu'ils peuvent dire j'aimerais juste tokeniser des bons de participation parce que les bons de participation, c'est des actions sans droit de vote selon le droit suisse. C'est avec ça que j'ai incentivé mes collaborateurs, je leur donne des bons de participation, ils n'ont aucun droit de vote. Et néanmoins, celles-ci seront librement transférables et tokenisées, par exemple. Non, les possibilités sont infinies. Et honnêtement, on est qu'au début. Donc, pour moi, c'était vraiment un no-brainer. Je cherchais à créer vraiment de la liquidité pour mes actions, que ce soit pour moi, mais surtout pour mes employés. Et c'était la meilleure opportunité qui existait aujourd'hui sur le marché. Parce que aujourd'hui, le marché des PME, de private equity pour PME, on va dire, reste extrêmement opaque. Au niveau des prix, on ne voit pas trop quel prix les transactions se font. On a peu d'informations. C'est très compliqué d'aller. Aujourd'hui, on a des actions d'une pizzeria, aller essayer de la vendre à quelqu'un, ça va être. C'est presque mission impossible. Alors qu'aujourd'hui, grâce vraiment à la tokenisation, on va permettre. Tout à chacun pourra aller acheter des actions de sa pizzeria préférée, puis aller les revendre si un jour il n'aime plus trop la pizza là-bas, puis il ira acheter. Moi, ce que je trouve génial, c'est que les clients peuvent acheter des actions d'une société qu'ils aiment. Même si c'est une PME et ça n'a pas besoin d'être une grosse multinationale. Donc, ça démocratise vraiment l'accès au private equity, mais surtout aux sociétés. Donc après, c'est un peu plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Je pourrais parler pendant des heures. Il y a des millions de raisons, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des questions. Donc
Oui, effectivement. Il y a pas mal de questions, donc je vais les prendre un petit peu en vrac. Donc déjà, merci pour les avoir posées. Vous pouvez continuer encore à les poser sur sli.do/innovibes. Peut-être déjà juste une chose, Alexandre, si vous pourriez rappeler en quelques mots ce qu'est le groupe Audacia. C'est vrai que peut-être que tout le monde vous connaît, mais juste rappeler quelques éléments qui situent un petit peu la taille de votre entreprise et les activités. C'est peut-être intéressant pour les gens. Oui, alors j'ai fondé Audacia en 2018. On est une société active dans l'e-commerce. On détient plusieurs sites d'e-commerce qu'on a rachetés. Aujourd'hui, on lance aussi certains sites. On a une 50aine de collaborateurs basés à Sion. Et puis, il faut aller sur le site d'Audacia si vous voulez avoir les chiffres exacts. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a une belle croissance. La technologie est vraiment au cœur de notre ADN, d'où le fait d'avoir choisi aussi d'utiliser une nouvelle technologie et puis pas de partir sur les méthodes anciennes et papier pour l'ouverture du capital. Très bien, merci beaucoup. Il y a quelques questions, comme on peut s'en douter, sur le coût de l'opération. Je ne sais pas si on peut donner une fourchette ou si on peut être transparent à ce niveau-là. Je vous laisse volontiers la parole et vous exprimer par rapport à ça. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que normalement, ça coûte des centaines de milliers de francs, voire des millions. Puis c'est plutôt dans les millions d'aller faire une vraie cotation. Après, je vais laisser Sébastien s'il veut s'étendre un peu plus sur les prix qu'ils font, mais on est très très loin de là. Tout à fait, non, on est plutôt... vous le voyez, il y a aussi... moi, ce que je dirais, c'est qu'en bas de notre site web, si vous allez sur t-dx.com, en bas, il y a quelque chose qui s'appelle pricing. Vous pouvez aller voir. Effectivement, on a une FIS au début juste pour analyser le dossier avant de considérer l'admission au négoce. C'est 5 000 francs, donc le minimum déjà pour faire ça. Et puis après, on a des frais récurrents qui sont en fait fonction aussi de la taille de la société et du schéma de liquidité que vous voulez faire. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient vers moi et qui veut mettre au négoce sa société et qui dit on va organiser des événements de liquidité avec une auction, une enchère, une fois par année, bien entendu, ce ne sera pas le même prix que quelqu'un qui va faire une auction tous les mois ou même du continuous trading. Donc mais dans l'ordre de grandeur, on est clairement en dessous des centaines de milliers de francs, on est en dessous de 100 000 francs, tout compris, parce qu'il y a aussi l'avocat. Il faut quand même payer un tout petit peu des frais d'avocat pour mettre à jour les statuts de la société, par exemple. Puis vous aider aussi à véritablement mettre en place quelque chose qui corresponde à vos propres besoins. Donc on est vraiment dans une démocratisation du processus. Je pense que ce n'est pas un vain mot, ça veut dire que c'est vraiment aussi pour toute PME qui veut ouvrir son capital. Après, il y a juste, pour être admis au trading, il faut avoir des comptes audités. Mais à mon avis, la plupart des boîtes aujourd'hui, en tout cas un audit restreint. Donc je pense que ça, ce n'est pas des coûts supplémentaires. Après, c'est clair que si vous voulez prendre un Big Four et puis faire des grosses audits, il faut rajouter ça dans le prix. Mais sinon, pour se lancer, je crois que c'est 1 500 francs pour changer les statuts, 2-3 petites choses comme ça. Donc ça reste extrêmement raisonnable. Une question également de l'autre côté cette fois. Quel est finalement l'investissement minimum pour investir dans Audacia sur ce cas-là? Vous avez fixé un minimum, un maximum? Non, alors on est au tout début. Aujourd'hui, on teste un peu le marché. Je vais mettre en vente quelques centaines, voire milliers de tokens. Donc on a 10 millions d'actions. Donc au début, moi, je ne suis pas forcément vendeur, c'est mon bébé. Je la vois encore grandir. On a des très grands plans pour cette société. Après aussi, c'est pas faire si je vends que 10 actions par mois. Donc on est vraiment en train de tester le marché. Je vais aussi faire un gros travail maintenant de roadshow pour aller chercher un peu des investisseurs. Mais en gros, le prix a été fixé à dernière auction à 32 francs par token. Donc aujourd'hui, si vous voulez acheter une action, ça va vous coûter 32 francs. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une action pour 32 francs avec un SPA, vous allez me dire, je ne vais jamais faire un SPA, un avocat pour acheter une action à 32 francs. Je vais payer 15 fois plus. Tandis que là, c'est totalement faisable. Ce qu'on ne fait pas sur TEDx pour l'instant, on ne fait pas de la fractionnalisation d'actions. Tout simplement parce que la loi suisse, elle ne nous permet pas vraiment de distribuer une même action entre différents actionnaires. Mais du moment que, par contre, il est possible d'acheter une action. Donc là, c'est 32 francs, donc c'est une action à 32 francs. Puis d'ailleurs, je
crois que dans les dernières ventes, il y a eu 2-3 personnes qui ont acheté une seule action. Donc voilà. Ok, et puis ça, c'est une politique finalement décidée par l'entreprise en se disant je préfère peut-être avoir des millions d'actions à 32 francs plutôt que fixer un seuil à, je sais pas, à 100 000 par Non, exactement. personne. Non, le but, c'est vraiment de démocratiser. Donc après, il n'y a aucun intérêt de faire des actions à 10 000 balles. Donc non, c'est pour ça qu'on a fait 10 millions d'actions. Le but, c'était de garder des actions à prix assez abordable pour tout le monde. Puis maintenant, si vous voulez avoir, c'est comme si vous voulez avoir une action Nestlé ou 100 000 actions Nestlé, voilà, c'est aussi par rapport à votre budget ou combien vous voulez investir dans la société. Ok, merci beaucoup. Une question pour Sébastien, j'imagine. Dans les questions, ça revient souvent, la différence entre blockchain et tokenisation. Vous en avez parlé aussi, mais est-ce que peut-être il faut encore répéter la différence entre ces crypto-monnaies et cette tokenisation pour les PME? Juste en quelques mots, si c'est faisable, quoi. Tout à fait. Donc la blockchain, c'est une base de données distribuée qui vous permet d'enregistrer typiquement des crypto-monnaies dedans. C'est comme si vous avez plein d'ordinateurs qui maintiennent cette base de données. Donc la blockchain, c'est la base de données. Un autre synonyme, même si ce n'est pas exactement un synonyme, c'est ce qu'on appelle des registres distribués. Registre, c'est une base de données distribuée. Ensuite, un token, c'est la représentation numérique d'une action, d'un droit. Et du moment que vous voulez représenter cette action numérique, vous devez l'enregistrer dans une base de données. Et au lieu de l'enregistrer dans une base de données centralisée qui est par exemple dans votre entreprise, auprès d'un acteur centralisé, vous l'enregistrez sur la blockchain qui est une base de données décentralisée. Et l'avantage, c'est que si vous enregistrez cette action, par exemple, auprès d'un tiers centralisé, tout le monde autour de la table va vous dire « mais est-ce qu'on fait confiance à ce tiers centralisé? Qu'est-ce qui me dit que ce tiers centralisé ne va pas modifier le registre et dire pour finir, il me confisque des actions puis il les donne à quelqu'un d'autre ?» Tandis que quand vous enregistrez cette action sur un registre distribué, il est impossible, modulo certaines conditions, qu'un des partis qui maintiennent cette base de données puisse en fait modifier ou trafiquer le contenu de votre registre. Donc ça, c'est la grande innovation de la blockchain. Donc la token, c'est uniquement une représentation. Pour représenter cette action, on doit trouver une base de données décentralisée. On utilise la blockchain ou un registre distribué. Et tu disais avant justement que c'était des certificats d'action, mais aujourd'hui, c'est pour tout type d'asset. Donc j'ai vu qu'il y avait des caisses de vin. On peut vraiment tokeniser n'importe quoi. Le token représente en fait un asset, représente quelque chose. Et on le met sur la blockchain, comme ça c'est géré de façon décentralisée, puis il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, c'est à moi alors que ça ne lui appartient pas. Et une autre manière de le voir aussi, des fois les gens comprennent la métaphore de l'Internet des valeurs. En fait, la blockchain, c'est une sorte de super réseau, comme l'Internet. L'Internet, vous enregistrez des informations, mais dans ce super réseau, vous enregistrez des choses qui ont de la valeur. Et il est impossible pour différentes personnes de vous voler ces objets de valeur, et c'est vous, en tant que participant à ce réseau de valeurs, qui avez l'entier pouvoir de discrétion sur les objets que vous enregistrez dans ce gros coffre-fort numérique. Très bien, merci. Là, vous allez me dire aussi si on confond à nouveau. Il y a une question sur la sempiternelle consommation d'énergie, impact environnemental. Est-ce qu'en tokenisant comme l'a fait Audacia, on doit avoir des remords par rapport à la gestion de l'environnement et du climat? Alors c'est clairement un sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans les nouvelles technologies blockchain, il y a des blockchains qui sont vertes, qu'on appelle vertes, parce qu'effectivement, tout le monde pense au réseau Bitcoin, qui est un réseau qui utilise énormément d'énergie parce qu'il utilise un algorithme pour se mettre d'accord que toutes les personnes autour de la table, qui s'appelle le Proof of Work, qui consomme énormément d'énergie. Mais aujourd'hui, on a typiquement la blockchain Tezos, qui est verte. Elle utilise une nouvelle génération d'algorithmes qui ne consomment quasiment plus d'énergie. Et entre autres, la blockchain la plus intéressante pour la tokenisation aujourd'hui, c'est le réseau Ethereum. Et le réseau Ethereum est également en train de migrer sur en fait, un algorithme de type Proof of Stake qui est vert et beaucoup plus écologique. Donc cette tendance, elle s'affirme de plus en plus. Bon, puis après, c'est chacune des transactions. Une fois qu'on a tokenisé, ça consomme un peu d'énergie. Mais après, si je ne me trompe pas, du moment qu'il n'y a pas de transaction, on ne consomme rien du tout. Donc, la première fois un peu, si après ça trade énormément, ça a consommé de l'énergie. Mais je veux dire, aujourd'hui, le CIX, à mon avis, doit aussi consommer pas mal d'énergie avec le nombre de transactions qui se passent. Donc voilà. Et puis on n'est pas bloqué de nouveau. Aujourd'hui, on l'a fait sur l'Ethereum, mais d'après ce que j'ai compris, on pourrait très bien changer de blockchain dans le futur si on trouve une blockchain plus efficiente. C'est exactement ça. C'est l'émetteur, le conseil d'administration, la société qui a le droit de dire à tout moment
j'ai mes actions actuellement, elles sont sous la forme d'un token Ethereum. Et aujourd'hui, je freeze ces tokens-là, je les annule et je redonne aux actionnaires actuels un token Tezos, par exemple. Totalement faisable. Ok, merci beaucoup. Une petite question technique. Je regarde Sébastien, j'espère que vous comprendrez ce que je vais lire. Donc, dans le milieu de la tokenisation, comment s'effectue le paiement du dividende associé à l'action digitale? Est-ce que c'est un process? Est-ce que c'est en crypto-monnaie, en francs suisses? Enfin, voilà. Alors, c'est au choix aussi de l'émetteur. On peut choisir aujourd'hui comment on fait ça. Donc, le schéma de base, il n'y a aucun problème. On a donné une action tokenisée aux actionnaires. La même chose, aujourd'hui, on vous a donné un certificat papier. On ne pose pas la question, mais comment on paye la dividende en francs suisses? Ça peut être exactement la même chose si vous le voulez. Donc, on sait qui sont les actionnaires autour de la table. Vous pouvez me donner tous les IBAN des actionnaires et la société va procéder au paiement des dividendes. Après, c'est aussi totalement envisageable de décider au niveau du conseil d'administration de dire que la dividende va être convertie des francs suisses, qui est la monnaie statutaire, par exemple, de la société, en Ether, peut-être sous décision même des actionnaires, et que ces paiements seront faits directement sur les wallets des détenteurs de ces actions tokenisées. Donc c'est au choix. Aujourd'hui, on peut acheter les actions Dacia uniquement en francs suisses, mais le but, c'est peut-être bientôt de pouvoir les acheter en Ethereum ou en Ether ou en Bitcoin. Donc voilà. Puis aujourd'hui, les dividendes seront payés en francs suisses, en tout cas pour ma part. Après, pour les autres, comme disait Sébastien, ils feront ce qu'ils veulent. Via un compte bancaire classique. Classique, exactement. D'accord, ok. Et ça reste, mais ça montre qu'il y a un des défis qu'on a aussi aujourd'hui, c'est d'avoir en fait sur la blockchain, là on a les actions tokenisées qui sont représentées sur la blockchain, et un des gros défis qui est encore sur l'industrie, c'est d'avoir ce que les gens appellent les CBDC, c'est des monnaies centrales, comme par exemple le franc suisse qui est aussi enregistré sur la blockchain. Et du moment qu'on a ça, on pourrait très bien payer les dividendes d'Audacia en francs suisses directement sur un wallet avec du vrai franc suisse sur un wallet. Mais aujourd'hui, ce serait génial. Un vrai franc suisse n'existe pas tel quel sur une blockchain. Donc on doit toujours passer par les schémas de distribution et de paiement classiques. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair. Pour une question technique, merci. Là, c'est un petit retour sur ce que vous avez dit, Alexandre. Donc, vous dites qu'il faut un minimum de 5 millions de chiffre d'affaires pour tokeniser une entreprise. C'est ça que vous avez dit? Alors, c'est Sébastien. C'est moi le coupable. Pardon. Voilà, moi le coupable. Et par contre, après, vous dites aussi, ça c'est Alexandre, que la tokenisation permet d'acheter des parts de notre pizzeria préférée. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pizzerias qui font autant de chiffre d'affaires? Alors, en fait, il faut, peut-être on s'est mal exprimé, mais il faut 5 millions pour être sur TDX. Maintenant, vous faites 0 francs de chiffre d'affaires, vous avez juste une société, que vous voulez vous la partager entre plusieurs potes et puis mettre différents actifs dedans. Vous pouvez très bien la tokeniser puis les échanger. Donc après ça, vous avez vos tokens sur votre wallet. On a fait le test et puis on peut se les envoyer l'un l'autre. Par contre, pour les 5 millions, c'est aujourd'hui un requirement de Taurus. Peut-être qu'un jour, il y aura une autre plateforme ou bien peut-être que Taurus va baisser justement ses requirements. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir quand même un certain nombre de règles, qu'on ne puisse pas avoir une société qui a été créée il y a 3 mois, qui n'a pas encore de chiffre d'affaires. Parce que je veux dire, il faut protéger quand même un peu les investisseurs. Et puis donc, il faut quand même que les sociétés soient un peu intéressantes, sinon il n'y aura pas forcément de volume pour que ça vaille la peine d'être sur une place de marché, parce que c'est un certain coût. On va payer tous les mois un fees pour être sur cette place de marché. Donc voilà. Mais non, donc tout le monde peut tokeniser, mais après c'est une question d'admission au trading. Tout à fait, c'est exactement ça. Et du moment que vous avez tokenisé, les gens pourraient se les échanger entre eux, comme vous avez fait entre vous, sans être admis au négoce sur TDX. Quelques questions aussi sur l'accès à TDX. Donc, un investisseur étranger, est-ce que c'est autorisé? Et puis l'autre, est-ce qu'un investisseur lambda, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, peut acheter des tokens sur TDX? Alors, c'est comme on l'a dit, sur TDX, vous devez être en tout cas aujourd'hui, dans l'état de l'art, entre guillemets, il faut être un investisseur qualifié, enfin professionnel selon la loi suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui a 500 000 francs de fortune, d'accord? La connaissance dans la finance, ou selon la loi suisse, c'est des gens qui ne connaissent pas la finance, mais qui ont minimum 2 millions de fortune. Donc c'est quand même assez limité. Ça a été mis en place aujourd'hui pour éviter effectivement qu'il y ait des abus et que uniquement des gens qui connaissent quand même un tout petit peu l'investissement accèdent au capital de ce type de société. Ce qui n'empêche pas que si votre société aujourd'hui, vous pouvez avoir au capital des gens qui ne correspondent pas à ces critères, qui peuvent se les acheter entre eux sans passer par TDX. Je tiens encore à le dire.
On garde le contrôle des actions. Donc, je peux vendre mes actions à qui je veux. Ça n'a pas besoin d'être des investisseurs qualifiés. Par contre, c'est clair, pour être sur TDX, il faut être un investisseur qualifié. Je trouve que c'est bien, ça protège les petits investisseurs, on va dire, et surtout, ça évite les dérives qu'on a vues ces dernières années. Surtout, pour moi, c'est une technologie qui va rester. Et puis, il faut éviter toute la mauvaise presse dessus, parce qu'à chaque fois, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Très bien, merci beaucoup. Une question sur les domaines d'activité. Donc, Audacia, c'est du e-commerce, si on schématise. Là, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des marchés correspondants pour la tokenisation dans l'immobilier, pour financer des infrastructures, par exemple? Bien sûr, il y a une énorme demande dans ce domaine parce que, comme vous l'avez compris, on parle du marché des capitaux privés. Donc, et dans le marché du capitaux privé, il y avait une de mes planches qui montrait ça. Le plus gros, outre le private equity et le venture capitalisme, vous voyez ici, sur les 289 trillions, là je parle en anglais, désolé, de dollars, il y a environ, je dirais, 75% de ce marché-là qui est l'immobilier. Donc là aussi, on parle de démocratisation, ça veut dire de rendre des actifs qui n'étaient peu ou pas liquides, de les fractionnaliser et de donner la possibilité à des gens d'acheter des parts beaucoup plus petites d'un appartement, d'un bien immobilier et puis ensuite de les vendre aussi, de les échanger sur cette place. Donc vraiment rien à voir avec le domaine d'activité. C'est pas plus dédié à des entreprises technologiques. Non, alors il n'y a pas du tout. Mais ça pourrait très bien être, comme on disait, des caisses de vin ou n'importe quel type d'actif. Ou une pizzeria. Ou une pizzeria ou une voiture. Enfin, on peut tokeniser n'importe quel asset et ça légalement depuis le début de l'année. Donc c'est hyper intéressant pour tous les domaines d'activité. Très bien. Donc il n'y a pas de limite aussi. Effectivement, ce qu'on observait, ce qui est logique, c'est qu'au début, je pense que c'est un point intéressant, c'est la tokenisation. Quand vous regardez, il y a des sociétés qui ont déjà fait de la tokenisation, même en Suisse. Hein, et même si l'environnement réglementaire avait quelques incertitudes, c'était quand même assez sûr. Mais c'était plutôt des sociétés qui maîtrisaient la technologie, puis ils connaissaient la blockchain, ils ont tout fait eux-mêmes. Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que c'est ouvert à tout type d'acteurs, même si vous ne connaissez pas la blockchain. C'est totalement envisageable de faire une structure, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste dans ce domaine-là. Et TDX est ouvert, on n'a pas encore structuré des segments tech type Nasdaq ou un segment par exemple investissement responsable. C'est aussi des sujets, on aimerait bien. On pourrait même faire un segment Valais. Hein. On pourrait imaginer, on pourrait faire le segment valaisan si vous voulez, puis vous pourrez acheter des actions d'un bundle d'entrepreneurs valaisans. Ok, très intéressant, merci. Encore une question technique. Est-ce que ces méthodes de tokenisation permettent plus facilement d'intégrer des critères ESG? Ça vous parle des critères ESG? Bien sûr, bien sûr. Donc quand je parlais, bien sûr, on peut, mais ça reste la même chose qu'une société normale. D'accord? Donc il y a deux manières. Si vous digitalisez votre capital, après, Taurus n'est pas par exemple quelqu'un qui va vous donner un rating ESG sur la société. C'est pas le cœur de notre expertise. Mais vous pouvez très bien imaginer, et je sais que d'ailleurs Audacia fait un effort dans ce sens-là. Je te laisse expliquer. Vas-y. Non, le but c'est après, c'est une place de marché. Donc aujourd'hui, vous allez sur le site, c'est une place de marché. Après, c'est à vous de faire votre travail, d'aller voir les sociétés qui vont faire un rating, d'aller voir les différents investisseurs et puis d'aller vendre votre société. Donc après, c'est juste que de l'autre côté, à la place d'acheter un certificat d'action papier, il achètera un certificat d'action digital qui se trouve être sur la blockchain Ethereum. Mais le travail doit être fait par la société parce que c'est pas magique, c'est pas parce qu'on tokenise que tout arrive cuit dans le plat. Très bien, merci beaucoup. Merci aussi à vous pour vos innombrables questions. Je ne vais pas réussir à toutes les donner, mais je voulais quand même vous entendre sur quelque chose qui est un des poumons de l'économie suisse, c'est la banque. Donc visiblement, il y a peut-être un petit peu de concurrence à ce niveau-là. Et une question, c'est est-ce que vous allez, grâce à ces méthodes-là, réussir à disrupter les départements private equity des banques? Je sais qu'il y a quelques banquiers en ligne qu'on salue. Donc on vous entend volontiers et du côté de l'entrepreneur et du côté je sais pas, vous êtes en train d'ubériser un petit peu le monde de la finance. Voilà, quel est votre avis là-dessus, avec ou sans langue de bois? Je vous laisse choisir. Alors, moi, Taurus, nous, on offre des solutions d'infrastructure, mais 80% de nos clients sont des banques aujourd'hui. On est leader. On offre, par exemple, les solutions de tokenisation, de custody, d'actifs numériques, de crypto-monnaies. La plupart des grosses banques, vous pouvez voir sur notre site, elles sont publiques, utilisent nos solutions pour par exemple, offrir des certificats et la possibilité d'acheter des crypto-monnaies.
Donc nous, on voit pas du tout on voit vraiment les deux mondes comme complémentaires. La technologie, elle vous permet juste de démocratiser. Il y a des fois des gens qui ont été mis de côté, qui n'ont pas accès pour se financer d'une manière efficace. Et il y a quand même cette solution qui existe. Mais du moment que c'est un sous-jacent, par exemple, très intéressant pour des investisseurs classiques, on peut combiner les canaux. C'est-à-dire que des banques peuvent investir et souscrire dans votre société et en même temps des gens en direct. Donc c'est ça qui rend attractif, c'est vraiment cette notion de démocratisation. Et d'ailleurs sur TDX également, sur TDX, on a également des banques qui sont en train de s'onboarder. Des banques qui vont ensuite offrir la possibilité à leurs clients, on peut imaginer une banque cantonale par exemple ou autre chose, qui peut dire, ah ben tiens, sur TDX, il y a des sociétés valaisannes, on aimerait permettre à nos clients de souscrire à ces actions du poumon économique local. On peut très bien le faire, c'est assez simple. Si la banque est équipée correctement, elle peut se connecter à TDX et acheter ses actions pour le compte de ses clients et l'offrir d'une manière simple, sans que le client connaisse grand-chose à la blockchain. Et après, de nouveau, c'est une possibilité d'exit. Mais bon, on ne vend pas une société comme ça. Donc, je pense que toute la partie M&A des banques aura toujours un rôle à jouer, que ce soit autant pour trouver des gros investisseurs. Si maintenant on doit faire une levée de fonds, on aura toujours besoin de banques qui vont nous amener des clients. Après, pour des plus petites boîtes, peut-être, ça s'apparentera plus à du crowdfunding. Mais je ne pense pas que ça vient vraiment disrupter. C'est vraiment une nouvelle technologie qui vient on top. On voit que les banques, il y en a beaucoup qui s'intéressent justement à ça. J'espère qu'elles n'ont pas peur, mais au contraire qu'elles essayent d'embrace tout ça et puis de le voir comme une opportunité. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, si je dois aller lever de l'argent, je vais clairement aller voir une banque ou une boîte spécialisée dans le M&A ou autre pour essayer de m'aider dans mon roadshow. Ça ne change en rien le travail. C'est pas parce que je suis sur TDX maintenant qu'il y a des milliards d'investisseurs de l'autre côté, que je peux revendre la société comme ça ou qu'on n'a plus besoin de banque. Très bien, je pense que ça sera le mot de la fin. C'est parfait comme ça. Donc, merci messieurs pour vos interventions. Beaucoup. On arrive au bout du temps. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous entendre. Voilà, on est au bout de cette retransmission. Je vous remercie pour votre écoute et votre visionnage, bien entendu. Et on se retrouve a priori le 10 septembre prochain en présentiel, j'espère, mais aussi en streaming pour une prochaine InnoVibes. Voilà, merci à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et à bientôt.